Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi 3 février. Le Caire à nouveau livré à une violence inouïe entre anti et pro-Moubarak. Les journalistes sont désormais pourchassés par les partisans du pouvoir. Un étranger aurait été battu à mort sur la place Tahrir. Nouvelle montée de la tension entre Nicolas Sarkozy et les magistrats qui étudient une journée d'action contre leur mise en cause répétée. À Orléans, le chef de l'État a promis des sanctions après le meurtre de Laetitia à Pornic. Le scandale du Mediator sous la loupe de la mission d'information sénatoriale. Face à face tout à l'heure dans ce journal, son président François Autain du parti de gauche, Christian Lajoux, président d'ULEM, les entreprises du médicament dont vient d'ailleurs de démissionner le laboratoire Servier. Si certains dirigeants arabes annoncent des réformes sous la pression des manifestants, il en va tout autrement en Égypte. Pour le vice-président Omar Suleiman, les violences sont les résultats, dit-il, d'un complot. Ces violences se sont prolongées aujourd'hui, place Tahrir. Les partisans du régime ont relancé leur assaut sanglant. Aurélien Romano. L'armée peine à reprendre en main une situation de guerre civile. Les rues du Caire sont plongées en plein chaos entre pro et anti-Moubarak. La nuit dernière, les abords de la place Tahrir ont été transformés en champ de bataille par l'usage de cocktails Molotov. Aujourd'hui, les militaires se sont interposés en tirant en l'air pour dissuader les plus belliqueux. Qui sont directement molestés. Au pied du musée du Caire, en rouge à l'écran, les deux camps tiennent leur position. Les militaires veulent absolument éviter que les pro-Moubarak ne rejoignent les manifestants qui tiennent la place Tahrir. Nous sommes au centre du Caire, de chaque côté du musée égyptien. Hier, les pro-Moubarak ont tenté une percée. Aujourd'hui, les deux camps sont séparés par un cordon de l'armée. Les blessés se comptent par milliers. Plus d'une dizaine de morts depuis hier, dont un étranger molesté par la foule. Les journalistes étrangers sont pris pour cible, comme l'explique ce reporter de France 2. À côté de nous, nos amis caméramans égyptiens avec qui nous travaillons depuis le début de cette crise ont dans une main leur caméra et dans l'autre un gourdin ou un bâton pour se défendre. Plusieurs médias ont d'ores et déjà rapatrié leurs envoyés spéciaux. Voilà donc les accrochages violents, vous l'avez vu, entre Égyptiens se doublent d'une chasse aux journalistes dans les rues du Caire. Les reporters sont désormais assiégés au bas de leurs immeubles. Plusieurs rédactions sont sans nouvelles de leurs journalistes. Ainsi, on apprend ce soir qu'une équipe de TF1 a été arrêtée. Dans un instant, sachez que nous recevrons le spécialiste Bouran Galioun, directeur du Centre des études arabes de la Sorbonne, pour faire le point sur la situation donc aujourd'hui au Caire, situation de chaos. Ségolène Royal mène campagne, elle, en banlieue et en profite, à l'instar de nombre de responsables socialistes, d'ailleurs, pour tacler Nicolas Sarkozy sur les questions internationales. Rebond de sa part, bien sûr, sur la polémique visant Michel Alliot-Marie. En déplacement donc aujourd'hui à Sevran, la candidate aux primaires estime que la diplomatie française a été dégradée par Nicolas Sarkozy. Reportage de Jérôme Rabier. Candidate aux primaires socialistes, Ségolène Royal la joue collectif. Elle est là pour soutenir un candidat aux élections cantonales, mais c'est pourtant le mot présidentiel qui revient dans la bouche des élus. Le temps de la présidentielle n'est pas venu. Et pour le moment, pour les socialistes, pour la gauche et pour le pays, on a intérêt à utiliser tous les talents. Le candidat local a eu à peine le temps d'échanger quelques mots avec Ségolène Royal, mais il est bien conscient que les enjeux supérieurs existent. Des personnalités au niveau national, elles sont plus axées sur 2012 que sur 2011. Mais elle vient quand même soutenir les candidats en 2011 parce qu'elle sait très bien que c'est un marchepied pour 2012. Ségolène Royal ne s'en cache pas, elle pense fortement à 2012. Les expériences locales doivent servir d'exemple pour la présidentielle. Mais sur le terrain national, alors qu'on l'interroge sur les difficultés actuelles de Michel Alliot-Marie, elle répond une fois de plus 2012. Vous savez, je pense que le problème est beaucoup plus profond que celui d'une personne seule. On assiste à une dégradation de la diplomatie française et là aussi il faudra en 2012 redonner de la dignité, redonner de la puissance, redonner du rayonnement à la diplomatie française. Candidate aux primaires socialistes, Ségolène Royal s'inquiète peu des prochaines élections locales. Pour elle, le seul objectif reste la présidentielle.
Et il faut continuer à demander la démission de Michel Alliot-Marie, estime notamment au Parti socialiste Pierre Moscovici ou Jean-Marc Ayrault. Seul Jack Lang, sur Public Sénat, a estimé que ce n'était pas le sujet. Le compagnon de la ministre des Affaires étrangères, Patrick Ollier, lui également ministre, s'est dit atteint par la polémique. Il répondait aujourd'hui à Perrine Tarnot sur Public Sénat à l'issue des questions d'actualité. Je suis choqué de l'outrance des accusations. Je suis choqué des amalgames qui sont faits et des suspicions qui sont créées, parce que si quelqu'un suit une ligne droite dans le cadre justement de cette volonté de ne pas mélanger la vie privée et la vie publique, c'est bien Michel. Si quelqu'un respecte les critères de l'honnêteté jusqu'au bout des ongles, c'est bien elle aussi. Et c'est très injuste que ce soit elle qui soit frappée par cette polémique, qui est une polémique de mauvaise foi incontestablement. Et pour François Baroin, l'affaire est close après le mea culpa de la ministre qui a donc affirmé hier soir qu'elle ne le referait pas. Le fossé entre Nicolas Sarkozy et les magistrats se creuse encore plus. Nicolas Sarkozy a profité d'un déplacement à Orléans pour promettre que les dysfonctionnements graves ayant conduit au meurtre de Laetitia à Pornic seraient sanctionnés. La justice, mais aussi la police, sont dans le collimateur du chef de l'État. Les magistrats se déclarent révoltés. Paul Bouffard. Une semaine sans audience. Les magistrats du tribunal de Nantes manifestent après de nouvelles mises en cause par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Laetitia. Justice et police sont mises au pilori. Le chef de l'État vise les services qui ont permis la remise en liberté sans suivi du principal suspect dans le meurtre de Laetitia à Pornic. Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements graves. Il faut regarder les choses en face. C'est mon devoir. Ces dysfonctionnements, j'ai demandé aux deux ministres, Michel Mercier et Brice Hortefeux, de les sanctionner. Chez les magistrats, le ras-le-bol monte. Jackie Coulon, secrétaire de l'Union syndicale pour la Loire-Atlantique, rétorque et déclare « Il y a dysfonctionnement dans la mesure où il y a manque de moyens ». Un mouvement inédit pour les magistrats du TGI de Nantes qui ont décidé de suspendre la totalité des audiences, soutenues par les principaux syndicats de la magistrature. C'est des propos faux, c'est une utilisation politique, alors qu'on est dans une situation où les collègues de Nantes avaient à de multiples reprises, et avec d'ailleurs l'accord de leur hiérarchie, avisé sur leur absence de moyens et sur les mesures qu'ils prenaient pour tenter de traiter au mieux les dossiers qui leur étaient attribués. Donc Nicolas Sarkozy est allé trop loin, mais c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois il va trop loin. Syndicats de police et personnel pénitentiaire soutiennent le blocage. Une action nationale commune est d'ailleurs attendue pour la fin de semaine prochaine. Le garde des Sceaux Michel Mercier propose lui une rencontre aux professions judiciaires. Les sénateurs centristes ont fait basculer le vote contre l'extension de la déchéance de nationalité à certains criminels. C'était une mesure préconisée pourtant par le gouvernement dans son dernier texte sur l'immigration. Sandra Cerquera. L'ensemble des sénateurs de l'Union centriste s'opposent fermement et solidairement au vote de cet article 3 bis. Ils ont dit non ensemble, les centristes et la gauche, contre la déchéance de la nationalité. Le centre l'avait annoncé et il est allé jusqu'au bout, unanime. Pour eux, le gouvernement est allé trop loin, il fallait faire obstacle. Ça fait partie de ces lois, finalement, qui sont des véhicules de communication, mais qui ne servent à rien et qui, dans certains cas, pourraient créer des apatrides, ce qui est indigne. À gauche, on se félicite de cette décision qui a permis de contrer une mesure anti-républicaine. Le Sénat se distingue, le Sénat s'honore sur ces questions, parce qu'il y a à droite comme à gauche des vrais républicains. Vous vous souvenez de l'ADN? C'est le Sénat qui a vidé de tout son sens ce texte, cette idée inique d'ADN. Le rapporteur du projet de loi y a pourtant cru jusqu'au bout. Encore ce matin, il tentait de convaincre les centristes et se dit déçu de leur vote. On ne peut pas impunément porter atteinte à l'État qui, un moment, vous a donné j'allais dire le bonheur, mais l'honneur de pouvoir devenir français. Le gouvernement est mis en difficulté. Reste à savoir désormais si l'Assemblée nationale reviendra sur ce vote en seconde lecture. Le paradoxe, Robert Hue, l'ancien numéro 1 du PCF, n'exclut pas d'être candidat à la présidentielle. Sait-on jamais, dit-il, alors même qu'il milite avant tout pour une candidature commune de toute la gauche face à Nicolas Sarkozy et au Front National. La disparition à 82 ans d'Édouard Glissant, écrivain et poète martiniquais, unanimement reconnu, bien que resté dans l'ombre d'Aimé Césaire. Édouard Glissant laisse une œuvre enracinée dans sa Martinique natale. Il y a 2 ans, il s'exprimait sur la repentance sur le plateau de Bibliothèque Médicis.
quelqu'un qui exige la repentance se rabaisse. Il n'y a pas à exiger de repentance ou de repentir. Quelqu'un qui offre la repentance peut-être se grandit. Peut-être. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est de conjoindre les mémoires. Voilà, Édouard Glissant, dont l'œuvre est consacrée à la réconciliation par le verbe. Tout de suite, notre page spéciale avec nos invités sur le chaos au Caire. Ici sur ce plateau, Bourhan Galioun, bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre des études arabes à la Sorbonne. Et puis nous sommes en ligne avec Yigal Sadoun, l'envoyé spécial de la chaîne France 24 au Caire. Bonsoir, chers confrères. Comment est-ce que vous vivez donc les événements? On a parlé tout à l'heure des exactions dont sont victimes les représentants de la presse internationale. Absolument, c'est une chasse aux journalistes et les étrangers en général. Les journalistes étrangers sont ici en proie à la vindicte des partisans du président Moubarak, ou peut-être plutôt, il faudrait dire, les vandales qui ont été payés par le régime, car il n'y a pas d'autre mot. Il y a de très nombreux confrères de toute nationalité qui ont été tabassés dans la rue par des foules en délire appelant à purger le pays de ces traîtres, de ceux qui veulent salir l'image de la nation égyptienne, ceux qui veulent salir l'image du président Moubarak. Et aujourd'hui, ce sont donc les hôtels où de nombreux journalistes sont regroupés, qui sont menacés, qui sont attaqués par des jets de pierre, par des foules qui sont qui veulent pouvoir mener leur bataille contre les opposants du président Moubarak à huis clos, sans que la presse internationale, sans que les médias ne puissent rapporter ce qui se passe. Depuis maintenant plusieurs jours, vous le savez, les affrontements continuent. Au moment où je vous parle, les affrontements continuent sur la place Tahrir, et cette ambiance est très dangereuse pour les étrangers. Nous sommes donc ici dans un hôtel et nous attendons l'évacuation de l'ambassade de France. L'ambassade de France devait nous évacuer ce soir, mais cette évacuation a été annulée et nous l'attendons, il faut bien le dire, un petit peu dans l'angoisse. Que fait l'armée? Est-ce qu'elle a un rôle protecteur vous concernant? Ça ne semble pas être du tout le cas. Disons qu'il y a des attitudes qui dépendent un petit peu du bon vouloir des militaires qui sont en faction devant ces incidents. Tout à l'heure, j'ai assisté depuis la fenêtre de mon hôtel au lynchage pur et simple d'un photographe. L'armée, un soldat est intervenu tout de suite et a tiré en l'air pour disperser les partisans du président Moubarak, mais parfois l'armée procède également à des arrestations. Nous avons des collègues de France 24 qui ont été arrêtés hier en marge des affrontements sur la place Tahrir, et ils ont passé 24 heures avec l'intelligence militaire égyptienne. C'est au bon vouloir de l'armée. Il y a maintenant des soldats autour des hôtels où sont regroupés où séjournent des journalistes. Il y a maintenant donc une protection militaire. On me dit ici, de sources diplomatiques, que le président Sarkozy a contacté directement le président Moubarak pour s'assurer que les journalistes français étaient protégés, et cela n'a pas manqué puisque quelques dizaines de minutes plus tard, l'armée, les soldats sont venus autour de l'hôtel pour sécuriser l'endroit qui avait été caillassé quelques minutes plus tôt. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage en direct, Yigal Sadoun, et bon courage et soyez prudents. Du côté américain également, une réaction à la Maison-Blanche. Viser les journalistes est totalement inacceptable, dit-on du côté américain. Bourhan Galioun, bonsoir. Donc, comment est-ce que vous réagissez à ces événements de la rue d'abord, avec le maintien de la pression par les hommes de main du pouvoir? Je voudrais saluer tout d'abord le peuple égyptien pour ce soulèvement qui a été pendant 8 jours un exemple de dignité, de pacifisme et de solidarité entre l'ensemble de la population. Et je constate que la violence n'est pas venue du côté
de ces manifestants qui sont aujourd'hui l'Égypte et qui défendent réellement, eux, l'Égypte. Mais il est venu, et la violence est venue du côté du pouvoir. Il est vraiment triste de constater que Barak, après 9 jours de manifestations massives, n'a rien compris. Et son vice-président n'a rien compris non plus. Il continue à miser sur la violence qu'ils ont toujours usée pour contrôler leur peuple et étouffer ses aspirations. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces manières, ces méthodes détestables, y compris par la communauté internationale. Mais justement, la communauté internationale a réclamé d'une même voix une transition pacifique. Et ce n'est pas du tout le scénario qui se met en place et qui se confirme aujourd'hui. Absolument. Et Barak est en train de ridiculiser les puissances occidentales, les Américains, les Européens qui depuis 3 jours, ils ne cessent de répéter « nous voulons une transition ». Mais c'est aussi leur faute puisque, à mon avis, leur position reste très timide. Ils n'osent même pas dire que que c'est fini et qu'il faut quitter le pouvoir parce qu'ils ne veulent pas soutenir les aspirations du peuple égyptien. Et personne ne veut d'une démocratie populaire, parlementaire en Égypte. L'enjeu, c'est quoi en fait, l'enjeu, c'est exactement ça. Est-ce que ce peuple a le droit d'être souverain, de décider lui-même de son sort, ou est-ce qu'il doit y avoir toujours une tutelle locale et internationale? Est-ce que le peuple continuera à réclamer les libertés si on continue comme cela à l'entraver et à jouer plus que le pourrissement, le chaos? Je pense que Barak est en train de couper la dernière branche, il tire ses dernières cartouches, il tombera de toute façon. Il ne peut plus gouverner l'Égypte avec les méthodes qu'il vient d'utiliser contre les manifestants et le peuple va réagir encore d'une façon plus radicale. Ces méthodes vont radicaliser encore plus un peuple qui a attendu longtemps le moment de réclamer son droit à la liberté et à la dignité. C'est ça l'Égypte d'aujourd'hui, c'est l'Égypte de la liberté et de la dignité qui ne va pas s'arrêter devant des voyous qu'un président pratiquement grillé utilise pour négocier. On dit qu'il est en train de négocier une sortie honorable. Il est en train de détruire son pays pour préserver sa dignité et refuser à son peuple, à des millions, des dizaines de millions, rester confiant. Leur dignité, la dignité, ils rejettent, ils refusent de reconnaître que ce peuple a aussi une dignité et qu'il a besoin de réaliser quelque chose, de se sentir vraiment reconnu à la fin. Et ce que vient de dire Omar Suleiman dernièrement, il y a 1 heure, 2 heures, à la télévision égyptienne, montre qu'il faudra faire très attention. Tout le monde ne pourra pas se présenter à l'élection. Il faudra bien regarder les candidatures pour voir si elles peuvent être acceptées par la nation égyptienne. On propose à ce peuple une souveraineté limitée, c'est-à-dire la continuation de la tutelle. Il joue de la fibre nationaliste, puisque le vice-président dénonce un complot de l'intérieur également venu de l'étranger. Personne ne croit à ces mensonges. Ce sont des mensonges, puisque le complot est du côté du pouvoir et de ces vigiles qui sont en train de casser l'Égypte et peut-être ils vont causer des dégâts irréparables. On va suivre tout cela, bien sûr, heure par heure. Merci beaucoup, Boran Galioun, pour cet éclairage et puis cette prise de position, bien évidemment. Maintenant, nous parlons du scandale du Mediator. Le laboratoire Servier annonce aujourd'hui sa démission du syndicat professionnel, le LEM, dont le président, Christian Lajoux, va nous rejoindre, ainsi que François Autain, le président de la mission d'information qui a commencé aujourd'hui ses auditions. Dans la foulée du rapport accablant de l'IGAS, le Sénat veut faire toute la lumière sur la chaîne de responsabilité, ou plutôt d'irresponsabilité. Marie Brémaud. Je ne répondrai pas à vos questions, je viens de répondre à la représentation nationale. J'ai donné toutes mes réponses, je vous remercie des vôtres, mais je ne peux pas répondre à cette question. Sans avoir apporté un seul élément de réponse, le directeur scientifique de chez Servier repart, muré dans son silence. Son audition était attendue dans le cadre de la mission parlementaire sur le Mediator.
Mais durant 1h30, face au sénateur, il ne lâchera rien. Pierre Chiavi n'a rien vu, rien fait, rien su. Ce n'est pas la bonne personne. Écoutez, vous posez beaucoup de questions auxquelles malheureusement je n'ai pas ni compétence pour y répondre. Il y a 2 jours, Anne Casteau, en charge de l'évaluation du risque à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accepte-t-elle de répondre aux interrogations. Mais les explications sont brouillonnes, vagues, voire incompréhensibles quand on lui demande pourquoi ne pas avoir retiré du marché le Mediator dès les premiers cas suspects. On peut se poser des questions, avoir des suspicions, des préoccupations, des inquiétudes, des interrogations, sans pour autant être capable de, établir et de conforter ces interrogations qui n'ont été confortées que bien après. Trouver les raisons d'un si long sursis du Mediator, malgré les nombreuses alertes sur sa dangerosité. Identifier les responsables et leur part d'implication. Mettre en exergue les failles d'un système de surveillance. La tâche s'annonce ardue pour la mission sénatoriale. Avec nous donc François Autain, vous opinez, vous dites que la mission sera délicate, vous la présidez donc face à vous Christian Lajoux, le président du LEM, le laboratoire Servier, a démissionné de votre syndicat professionnel aujourd'hui. Vous l'aviez suspendu, il faut dire, il y a quelques temps. Il démissionne mais en disant que vous avez porté atteinte à sa présomption d'innocence. Bon, écoutez, le laboratoire Servier a démissionné. Effectivement, le conseil d'administration du LEM avait souhaité écarter le laboratoire Servier dans la phase actuelle de reconstruction nécessaire du système de sécurité sanitaire dans le pays. Et on veut également laisser au laboratoire Servier la possibilité de se défendre. Donc, nous lui donnons les moyens de se défendre, mais sur le fond de la situation, ça ne change rien. Je préfère qu'aujourd'hui le LEM puisse rencontrer les différents acteurs de la reconstruction sans avoir à justifier au sein de ces instances. Vous voulez vous donner aussi peut-être une forme de virginité? Pas du tout. Pas du tout. La question aujourd'hui ne consiste pas à se donner une virginité. La question consiste à traiter un problème grave, un problème qui concerne l'ensemble des citoyens, qui est comment les industriels du médicament agissent dans le secteur de la santé en transparence et avec une mission de sécurité sanitaire. François Autain, est-ce que le laboratoire Servier peut invoquer la présomption d'innocence après le rapport accablant de Légas? Non, ça me paraît pas possible. La lecture attentive du rapport de l'IGAS démontre bien que la responsabilité de Servier est entière. Mais il ne faudrait pas non plus se limiter à cette responsabilité. Les autorités sanitaires ont fait preuve, en l'occurrence, de beaucoup de négligence, de beaucoup de cécité. Et avoir pendant des années et des années pris pour un anti-diabétique ce qui était en fait un anorexigène représente pour moi une faute très très grave. Est-ce que vous avez été fondamentalement surpris, François Autain, parce que le Parlement quand même avait déjà déniché un certain nombre de pratiques incroyables dans l'univers du médicament. Je me souviens notamment du Vioxx, l'anti-inflammatoire. Vous avez bien déjà analysé le système depuis des années. Depuis des années, nous avions fait un rapport. On n'est pas les seuls d'ailleurs à avoir fait ce rapport, mais on est les seuls peut-être à avoir fait un rapport à la suite de l'affaire du Vioxx. Et ce rapport, malheureusement, n'a pas eu de suite. Il comportait une cinquantaine de recommandations. Il y en a peut-être 2 qui ont été traduites grâce à nous d'ailleurs, grâce à nos amendements qui ont été traduits dans les faits, mais autrement ce rapport, on peut le dire, est resté lettre morte. Et il n'y avait pas que celui-là, il y en avait beaucoup d'autres. Non mais je crois que les histoires ne sont pas comparables, elles sont dramatiques dans un cas comme dans l'autre. Mais l'histoire Mediator n'est pas du tout emblématique de ce qui se passe dans le domaine des relations entre le médicament et les institutions. C'est une histoire très particulière. Alors il y a un certain nombre d'enseignements qui ont été tirés suite à l'affaire Vioxx, et là aussi on peut constater que depuis plusieurs années notre système d'agence, même s'il n'est pas parfait, a beaucoup évolué. Depuis l'affaire Vioxx, on a mis en place les plans de gestion du risque. Depuis l'affaire Vioxx, on a mis en place des études post-AMM. On a mis en ligne les études réalisées par les industriels du médicament. Donc il y a un certain nombre de progrès qui ont été réalisés. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de progrès à faire. Au contraire, je me mets à la disposition de l'ensemble des acteurs pour faire des progrès, mais il n'y a pas 2 histoires de retrait de médicaments qui soient semblables. Alors il y a le Mediator, mais il y a quand même plus de 70 molécules aujourd'hui qui sont sous surveillance. Alors est-ce qu'on peut parler de tromperie sur les vertus
et également sur les inconvénients des molécules, des médicaments, François Autain, de la part des labos. Est-ce que vous les mettez en accusation? Oui, je voudrais d'abord répondre à monsieur